Merci de cette invitation et vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que je vous entends, Monsieur Jeanneney, et j'en apprends tous les jours. Donc, ce que vous venez d'évoquer au sujet du directeur général des Archives de France, Jean Favier, ne nous avait jamais été dit Non. ainsi. Et du coup, ça va me permettre de reprendre très rapidement un petit peu la balle au bond et de pointer peut-être en quelques minutes ce qui me semble, moi, avec 30 ans de recul, des éléments marquants de cette opération d'archivage des archives de la mission du bicentenaire, bien que les souvenirs soient loin déjà. Tout d'abord, il y a besoin pour faire un archivage évidemment d'avoir un producteur. Donc en l'occurrence, vous le représentez, M. Jeanneney, et vous représentez tout le travail qu'a accompli la mission du bicentenaire, mais ça ne suffit pas pour un archivage. Si en plus toute cette équipe qui produit les archives a cette sensibilité et cette attention à la démarche d'archivage, pas seulement pour elle et prouver ce qu'elle a fait, mais pour la suite et permettre aux historiens de mener à bien leur travail, c'est encore mieux et c'est ça qui fait le déclic, je dirais, pour nous ensuite archivistes. Alors bien sûr, ensuite nous intervenons. Alors je ne sais pas si nous étions à l'époque les meilleurs, mais en l'occurrence, moi j'ai pris le relais de ma collègue Anne-Claude Lamure-Baudreux, qui Oui. avait fait tout ce travail de contact avec votre équipe pour préparer l'archivage, préparer la mise en boîte et la première mise en boîte et la rédaction des premiers bordereaux de versement. Donc je crois que je tiens vraiment à souligner le travail qu'elle avait entrepris et c'est un travail qui a dû être fait sans doute dans un laps de temps assez court puisque vous travailliez et jusqu'au 31 décembre 1989, vous ne pouviez pas non plus, ni vous ni votre équipe, vous consacrer totalement à cet archivage. Donc les archives sont arrivées début 90 aux Archives nationales et c'est là effectivement que moi je suis intervenue avec une autre collègue, Blandine Blucax-Louis-Fer, que je salue aussi. Et là, pour la petite histoire, c'est assez drôle. Je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, on accueille mieux les nouveaux arrivants aux Archives nationales, mais à l'époque, nous sommes arrivés au 15 juillet 1990 aux Archives nationales et on nous a dit, ben voilà, vous avez un travail à faire. On va vous installer au sous-sol du Caran, donc, et là, vous allez être au pied du mont de charge. Il y a un téléphone si vous avez besoin d'appeler, et vous restez là pour trier les archives qui sont sur les rayonnages à côté. Donc, nous avons passé nos 2 mois d'été, toutes les deux, dans ce sous-sol du Caran, à commencer à éplucher toutes ces boîtes issues de la mission du bicentenaire. Bon, cela dit, j'en garde un très bon souvenir, mais je ne pense pas qu'on ferait exactement la même chose aujourd'hui pour accueillir les nouveaux professionnels. Vous n'étiez pas venu me voir, je ne crois pas que c'était bizarre. Je crois pas. Nous avions eu un contact personnel. Mais non, nous n'avions personne à voir. Nous, notre seul interlocuteur, c'était la boîte d'archives qu'il fallait identifier, décrire et permettre ensuite de la rendre accessible. 30 ans après, il était temps que nous nous voyions. Voilà. Sauf pour d'autres raisons. Mais... et donc, nous voilà partis à faire notre description. Et là, je dois dire que, certes, nous avons mené à bien le travail en quelques mois, mais sincèrement, je voudrais excuser notre travail auprès des historiens, puisque quand même, comme nous avions une certaine presse, je me souviens très bien d'avoir laissé quantité de post-it dans les dossiers, puisque vos collaborateurs épluchaient pour notamment les labellisations des tas de projets, les mettaient chacun dans une chemise et passaient sans doute des tas de coups de fil. Et donc, chaque coup de fil faisait l'objet d'un post-it qui était sur le revers de la chemise de couverture. Et je crois qu'aujourd'hui, Martine, tu me diras, mais c'est vraiment un post-it, ça a de la colle, c'est pas du neutre, c'est plein de couleurs. Donc, c'est vraiment pas non plus des choses à faire que de conserver
ce type de document. Il doit rester aussi quelques trombones dans les fonds. Donc, excusez-nous si J'ai pas compris quel était quel était votre péché. J'ai pas compris quel était votre péché. Mais écoutez, pour la préservation à long terme d'un papier qui est déjà assez acide, le papier du XXe siècle, il vaut mieux éviter qu'il soit confronté à d'autres éléments chimiques ou oxydants, comme les trombones ou comme la colle des post-it. Ah oui, mais les post-it étaient utiles quand même comme information pour savoir… Mais c'est évidemment ce que nous avons pensé, c'est pour ça que nous les avons gardés. Mais bon, donc le travail se fait, et là je dois aussi citer une autre collègue des Archives nationales qui était Madame Elisabeth Ouriez, qui nous a quittés il y a peu, et qui était en charge des publications des inventaires et qui a fait un travail magnifique. Moi, j'ai appris énormément de choses puisque quand vous regardez l'instrument de recherche, il n'était pas simple quand même à organiser puisqu'il y a des tas de parties, de sous-parties, de sous-fonds, de sous-fonds, de sous-fonds. Et c'est elle qui nous a vraiment aidés, enfin qui m'a aidé moi, puisque Blandine était partie entre-temps, à finaliser cet instrument de recherche. Voilà. Ce n'est pas votre travail que nous avons subventionné, mais c'est l'édition de ce beau volume que je tenais à voir paraître vite. Voilà, et donc grâce aussi au travail de Mademoiselle Ouriez, il a paru dans la foulée. Donc, une magnifique expérience qui effectivement a permis en un temps record, avec la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, d'arriver aux fins de cet instrument de recherche. Donc, comme le disait Yann, c'est quand même, je crois que c'est plus de 1300 boîtes, c'est-à-dire près de plus de 100 mètres linéaires qui, en l'espace d'une année et demie, ont pu être rendus accessibles. Et je dois même dire que je crois que nous n'avions même pas fini l'instrument de recherche, que déjà un historien américain spécialiste du pain, si vous voyez qui je veux dire, était déjà nous avait déjà demandé à accéder aux archives, et il n'est même pas allé en salle de lecture, je pense, pour commencer à consulter le fond. Voilà, donc pour ce qui concerne l'audiovisuel, alors, et là je reprends un peu ce que disait Martine, il me semble, c'est pas nous qui avons fait en fait le travail. On a décrit chacun des supports, hein, et notamment les 430 et des poussières cassettes des rushs de Moati, mais le travail a été complété par nos collègues de Fontainebleau, donc du Centre des archives contemporaines à l'époque, comme il s'appelait, de Fontainebleau, qui ont pu mettre, eux, la durée de chacun des supports et qui figurent aussi dans l'inventaire. Donc, ils ont fait aussi un travail rapide dans le courant de l'année 90. Donc, et je reprends ce que disait Martine, la question de la description d'un support audiovisuel fait partie, je pense, mais il y a des tas d'autres domaines qu'il faudrait citer, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, fait partie justement des points qui sont très différents pour l'archiviste dans le traitement des archives audiovisuelles par rapport au traitement des archives papier. Et je terminerai en disant que, Monsieur Jeannonet, vous avez fait des émules parce que voilà, en 2014, j'étais encore aux Archives nationales, j'ai reçu la visite du directeur général de la mission 2014 qui venait notamment pour m'interroger sur comment faire pour que les archives de la mission 2014 puissent être comme l'avait été celle de la mission du bicentenaire, aussi vite accessibles dans la foulée. Voilà. Et j'espère que tout a été mis en œuvre pour que ce travail puisse être fait aussi sur la mission 2014. En effet, alors juste une observation. En effet, Joseph Zimet, dont vous parlez, tout à fait, est venu me voir amicalement pour me dire, vous avez, je me suis senti tout à coup un ancêtre, mais ça a été très bref, me demander quelles étaient les expériences et quels étaient les conseils que je pouvais lui donner. Notamment, ça a été celui-ci. Et j'ajoute que j'ai souhaité aussi que ce soit ouvert très vite, parce que je pensais que il y avait des archives d'État qui devaient être, enfin je n'entre pas dans ce grand débat, évidemment, il y a toutes sortes de motifs de ne pas ouvrir tout, mais que là, je ne voyais pas ce qui pouvait être secret et caché. Et que puisque je souhaitais que ce soit un moment connu, répertorié et influent de notre sensibilité collective, il fallait donner en effet très vite à ceux qui pouvaient, d'où l'arrivée de Joseph Zimet, un peu de Pascal Horry, et beaucoup également de Patrick Garcia, que nous allons tout à l'heure entendre.